Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, mais ce n'était pas le mien d'aujourd'hui, c'était celui de ma mort, il y a 5 ans, quand la lame de ce couteau de cuisine, manié par la main tremblante de ma propre fille, a transpercé mon cœur dans le salon de notre villa provençale. Le choc m'a traversé comme un éclair, je n'étais plus ce cadavre pourrissant dans une tombe anonyme à Père-Lachaise, mais de nouveau dans ce corps de 45 ans, assis à mon bureau parisien, une tasse de café fumante devant moi, datée du 15 juin 2020, le jour exact où tout a basculé. Et alors que mes doigts effleuraient la photo encadrée de Camille, ma fille chérie aux yeux d'innocence feinte, une rage froide, inhumaine, a enflé en moi. Cette fois, je ne serai pas la victime, je serai le bourreau, et elle paiera pour chaque mensonge qui m'a conduit à l'abattoir familial. Paris, ce 15 juin 2020, s'étirait sous un soleil implacable qui filtrait à travers les volets mi-clos de mon appartement haussmannien, rue de Rivoli. J'étais Lucien Duval, PDG d'une société de vins fins qui avait fait fortune en exportant les cépages bordelais vers les palais les plus huppés d'Europe. À 45 ans, j'avais tout, une villa de 3 millions d'euros nichée dans les collines de Saint-Tropez, un compte en banque qui faisait saliver les fiscs, et une fille, Camille, 22 ans, que j'adorais plus que tout. Du moins, c'est ce que je croyais en cette villa. Mais maintenant, avec les souvenirs de ma mort gravés dans chaque synapse de mon cerveau réincarné, je voyais clair, elle n'avait jamais été qu'une vipère en robe de soie, ourdie par un père trop confiant. Je me levai d'un bond, renversant la tasse de café sur le tapis perçant, un détail insignifiant comparé au raz-de-marée qui déferlait en moi. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une fureur calculée, comme un vin millésimé qui fermente trop longtemps et explose en bulles acides. Je courus à la fenêtre, écartai les rideaux, la Seine scintillait en bas, indifférente, tandis que les touristes masqués slalomaient entre les fontaines. La pandémie de Covid-19 faisait rage dehors, mais à l'intérieur de moi, une autre peste se propageait, la vengeance. J'avais été assassiné pour cette villa, ce joyau provençal que Camille convoitait depuis l'enfance, sous prétexte de sauvegarder l'héritage familial. Mais la vérité, que j'avais découverte dans mes derniers instants, était bien plus sordide. Elle et son fiancé, un avocat véreux nommé Étienne, avaient falsifié des documents pour me ruiner, m'endetter jusqu'au cou avec des prêts fictifs, me poussant au suicide apparent. Seulement, ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre déguisé, et j'avais avalé la pilule empoisonnée trop tard. Non, pas cette fois, murmurai-je en français pur, avec cet accent parisien qui masquait autrefois ma vulnérabilité. Je saisis mon téléphone, un iPhone dernier cri, inchangé depuis 5 ans, et composai le numéro de Camille. Elle répondit à la deuxième sonnerie, sa voix sucrée comme un macaron de la durée. « Papa ? Tout va bien ? Tu as l'air essoufflé. Ma chérie, viens me voir ce soir. J'ai une surprise pour toi. » Ma voix était calme, presque tendre, mais intérieurement, je visualisais déjà la scène, son sourire carnassier quand elle apprendrait pour la villa. Dans ma vie précédente, c'est ce soir-là qu'elle m'avait convié à Saint-Tropez, prétextant une célébration familiale, et m'avait poignardé après m'avoir saoulé au pastis. Le poison dans le verre, les faux témoignages d'Étienne. Tout me revenait, clair comme le cristal de baccarat sur ma table de chevet. Je raccrochai et me mis au travail. La première étape de ma revanche devait être subtile, à la française, pas de hurlements ni de coups de feu hollywoodiens, mais une érosion lente, comme le Mistral qui use les falaises de la Côte d'Azur. J'appelai mon notaire, Maître Lefebvre, un homme aux moustaches jaunies par les cigares cubains, fidèle depuis 30 ans. « Lucien, mon ami. Qu'est-ce qui vous tracasse en cette période de confinement ? Préparez les papiers pour vendre la villa de Saint-Tropez. Immédiatement. Offrez-la à un prix bradé si nécessaire, disons 2 millions. Je veux que ce soit bouclé d'ici une semaine. » Il y eut un silence, puis un tout sautement incrédule. « Mais... Et Camille ? Elle en rêve depuis des années. C'est son héritage, non ? Justement. C'est le mien, et je décide. » Je raccrochai sans attendre ses protestations. La villa n'était pas seulement une maison, c'était le symbole de ma trahison. Camille l'avait décrite comme un autre refuge éternel, mais dans ses mails interceptés par Étienne, que j'avais lu post-mortem via un hacker ami, elle l'a qualifié de billet pour une vie de luxe sans ce vieux schnock. Le vendre ? C'était ma première gifle, lui enlever ce qu'elle croyait déjà sien. L'après-midi s'écoula dans une frénésie administrative. Je contactai mon banquier à la BNP Paribas, transférant discrètement des fonds vers un compte offshore aux îles Caïmans, un secret que Camille ignorait, mais que j'avais découvert trop tard dans ma vie antérieure. Elle avait vidé les autres comptes, accusant des erreurs comptables. Puis, je fouillai mes dossiers, des preuves de leur manigance,
des emails codés entre Camille et Étienne, des faux contrats datés de 2019. Dans cette nouvelle vie, je les imprimais, les scannais, les rangeais dans un coffre-fort numérique. Pas pour la police au non, la justice française est trop lente, trop corrompue pour des gens comme nous, les élites du 16e arrondissement. Ma vengeance serait personnelle, intime, comme un duel à l'épée sous les platanes des Champs-Élysées. Le soir tomba, chargé d'une humidité poisseuse typique de l'été parisien. Camille arriva en taxi, moulée dans une robe noire Dior qui hurlait « Je suis l'avenir ». Elle m'embrassa sur les 2 joues, son parfum Chanel numéro 5 masquant à peine l'odeur de son ambition rance. « Papa, quelle surprise! Un dîner aux chandelles en pleine pandémie? Tu es romantique, ce soir. » Nous nous assîmes à la table en acajou, sous les lustres en cristal qui avaient vu défiler des générations de Duval. J'avais commandé chez un traiteur étoilé, foie gras, magret de canard, et un château Margaux 2015 pour arroser le mensonge. Camille, ma fille. J'ai pris une décision importante aujourd'hui. Ses yeux s'illuminèrent, anticipant déjà la villa. La villa de Saint-Tropez. Je vais la vendre. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le trafic de la place de la Concorde. Son visage se figea, puis se tordit en un masque de confusion feinte. Vendre? Mais pourquoi? C'est notre maison, papa. L'endroit où maman et toi. Où nous avons tous nos souvenirs. Elle porta la main à sa poitrine, théâtrale comme une actrice de la comédie française. Mais je voyais au-delà, la rage dans ses pupilles dilatées, le calcul derrière ses larmes naissantes. Les temps sont durs, ma chérie. La crise, les dettes. Il faut penser à l'avenir. Je sirotais mon vin, savourant son amertume comme celle de sa déception. Dans ma tête, les flashs de ma mort, son cri étouffé « Pardon, papa, mais tu ne comprends pas », le sang sur le carrelage azuréen. Et puis, tu as Étienne. Vous aurez votre propre nid. Elle se leva d'un bond, renversant son verre. Le vin rouge se répandit comme du sang sur la nappe blanche. Étienne? C'est ça? Tu nous punis parce qu'on veut se marier sans ton approbation? Papa, tu es paranoïaque. La villa est à moi par droit. Maman l'aurait voulu. Elle invoquait sa mère, morte d'un cancer 5 ans plus tôt, un autre mensonge, car Élise avait légué tout à moi, par peur des caprices de Camille. Je restais impassible, mais intérieurement, je bouillonnais. C'était le premier coup, la semer le doute, la faire douter de son emprise. Assieds-toi, Camille. Il y a plus. J'ai découvert des irrégularités dans les comptes. Des prêts que je n'ai pas signés. Ses yeux s'écarquillèrent en une fraction de seconde de panique pure. Quoi? C'est absurde. Certainement une erreur de la banque. Nous dînâmes dans une tension palpable, coupée seulement par le tic-tac de l'horloge Louis XV. Elle tenta de me cajoler, de me rappeler des souvenirs d'enfance, les vacances à Deauville, les Noëls au pied du sapin chargé de guirlandes. Mais chaque mot sonnait faux, comme un faux monnaie dans une galerie véreuse. À minuit, elle partit en claquant la porte, me laissant avec le goût âpre du triomphe naissant. Seul, je m'assis au piano à queue, jouant une sonate de Chopin lugubre, vengeresse. La nuit parisienne murmurait dehors, sirènes lointaines, rires étouffés des badauds. Demain, j'irai à Saint-Tropez, inspecter la villa une dernière fois. Pas pour la nostalgie, mais pour y planter les graines de sa chute. Camille croyait me connaître, elle ignorait que j'étais mort et ressuscité, un fantôme en costume 3 pièces, prêt à hanter sa vie parfaite. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Je feignis la routine, visioconférence avec des clients italiens, promenade masquée le long de la Seine, où je nourrissais les pigeons en ruminant mes plans. Camille m'envoya des messages larmoyants, « Papa, parlons-en. Je t'aime. » Suivi d'appels d'Étienne, suave et mielleux, « Lucien, soyons raisonnables. La villa est un investissement familial. » Je répondis par monosyllabes, les laissant mijoter dans leur jus de culpabilité. Le vendredi, je pris le TGV pour la Côte d'Azur. Le train filait à travers les vignes de la Loire, puis les oliviers de Provence, paysage que j'aimais tant. Mais maintenant, chaque colline me rappelait la trahison, c'est ici, dans ces terres fertiles, que Camille avait comploté avec Étienne lors d'un week-end romantique financé par mes deniers. J'avais les preuves des relevés bancaires montrant des virements suspects vers un compte à son nom. À Saint-Tropez, l'air salin me frappa comme une gifle. La villa, les oliviers bleus, trônaient sur sa colline,
piscine à débordement face à la mer, terrasse ombragée de bougainvilliers, et ce salon où j'avais agonisé. Je garai la Porsche à un caprice post-réincarnation et entrai, le cœur serré non par la douleur, mais par l'anticipation. Les meubles étaient intacts, le sofa en velours où Camille s'était assise pour me supplier, le bar où elle avait versé le poison. Je passai l'après-midi à inventorier, tableau de maître, un Matisse original, volé par Étienne dans ma vie précédente, bijoux d'Élise dans le coffre. Tout fut emballé, expédié à Paris. Puis, j'appelai un agent immobilier local, une femme assez renommée Sophie, qui flairait les affaires comme un limier. Monsieur Duval, 3 millions? Vous pourriez en tirer 4. 2. Et cash. Elle accepta, excitée par le scoop. Le soir, assis sur la terrasse avec un verre de rosé local, je composai un message à Camille, viens ce week-end. La villa t'attend. Une surprise. Elle répondit instantanément, papa. Tu as changé d'avis? Je t'aime tant. Avec des cœurs. Pathétique. Samedi matin, le notaire arriva avec les papiers. L'acheteur était un Russe anonyme, friand de propriétés discrètes. Je signai, sentant le poids s'envoler et un autre s'alourdir dans mon âme. Était-ce de la vengeance, ou de la folie? En France, la ligne est fine entre justice et crime passionnel. Mais j'avais été trahi, le sang appelait le sang, métaphoriquement du moins. Camille débarqua en hélicoptère, un luxe payé par Étienne, ironie du sort. Elle sauta du véhicule, robe fluide au vent marin, cheveux au soleil comme une déesse de la Riviera. Papa. C'est vrai? La villa est à moi. Je l'accueillis avec une étreinte froide. Entre, ma fille. Laisse-moi te montrer. Nous traversâmes le salon vide, les meubles partis la veille. Son sourire s'effrita. Où est tout? Les tableaux. Le piano? Vendu. Avec la villa. Je lui tendis le contrat, la page signée en bas. Félicitations. Ton héritage est maintenant entre les mains d'un oligarque moscovite. Elle blêmit, s'effondra sur le sol de marbre. Non. Papa, tu ne peux pas. C'est mon futur, ma vie avec Étienne. Tu me hais à ce point. Des larmes, vraies cette fois, coulaient sur ses joues bronzées. Je m'agenouillai à ses côtés, murmurant comme un confesseur, je sais tout, Camille. Les prêts, les faux, le couteau. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Pour la première fois, elle vit le monstre que j'étais devenu, pas son père, mais un revenant. La mer Méditerranée léchait les rochers en contrebas de la villa, un rythme hypnotique qui contrastait avec le chaos dans l'esprit de Camille. Elle se releva lentement, titubante comme une poupée désarticulée, ses yeux rougis fixés sur moi avec un mélange de terreur et d'incrédulité. Qu'est-ce que tu veux dire par « je sais tout » ? Papa, tu délires. La chaleur, le stress. Allons à Paris, vois un médecin. Je ris un rire sec, sans joie, comme celui d'un vilain dans un polar de Simenon. Un médecin? Pour soigner une mort qui n'en est plus une. Je la saisis par le bras, la traînant vers la piscine où l'eau turquoise miroitait sous le soleil impitoyable. Regarde-toi, Camille. La princesse déchue. Tu te souviens de ce bassin? C'est ici que tu as noyé le chaton que je t'avais offert pour tes 10 ans, parce qu'il grattait tes robes. Un présage, n'est-ce pas? Elle se dégagea violemment, trébuchant contre une chaise longue. Arrête. Tu es fou. Étienne va arriver, il va tout expliquer. Ah, Étienne. Le serpent numéro 2. Dans ma vie précédente, il était l'avocat de la famille, charmant, éduqué à Sciences Po, avec un appartement rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais derrière ses costumes sur mesure, il forgeait des documents, blanchissait de l'argent via des vignobles italiens fictifs. Ensemble, ils m'avaient piégé, un prêt de 5 millions pour une expansion de l'entreprise, détourné pour leur lune de miel à Bali et un appartement à Monaco. Qu'ils viennent. J'ai hâte de le revoir. Mon ton était glacial, parisien jusqu'à la moelle, cette politesse exquise qui cache le poignard. Je sortis mon téléphone, envoyant un texto à Sophie l'agent, transaction bouclée. Partagez la nouvelle avec la presse locale. Demain, Var Matin titrerait « Le magnate du vin vend son paradis provençal pour une bouchée de pain ». Camille lirait ça dans son lit, vomissant son petit déjeuner. Nous rentrâmes à Paris par le même TGV, un voyage silencieux ponctué de ces reniflements théâtraux.
Elle tenta de m'amadouer, papa, repensons-y. La villa. C'était pour nous protéger. Étienne dit que l'entreprise coule, que le Covid va tout emporter. Mensonge. L'entreprise prospérait, c'était eux qui la saignaient à blanc. À l'appartement, je la laissais dans le salon avec une bouteille de cognac ironie, car c'était le même spiritueux qu'elle m'avait fait boire avant le poison. Moi, je montais à mon bureau, verrouillant la porte. Il était temps d'exhumer les squelettes. J'ouvris mon ordinateur, accédant à un dossier crypté, Opération Phénix. Des copies de tout email, relevés, même des enregistrements vocaux que j'avais récupérés d'un serveur cloud que Camille croyait effacé. Dans ma vie d'avant, un détective privé m'avait alerté trop tard, maintenant, j'étais mon propre limier. Première cible, Étienne. J'appelais un contact à la Cour des comptes, un ancien condisciple de l'ENA nommé Bertrand, qui devait sa carrière à un investissement vinicole que j'avais financé. Lucien. Long time no see. Qu'est-ce qui presse? Étienne Moreau. Avocat au barreau de Paris. Fouiller ses comptes. Prêt non autorisé, fraude fiscale. Discrètement. Bertrand rit. Pour toi, mon vieux? Considère ça fait. Mais qu'a-t-il fait pour mériter ça? Disons qu'il a couché avec la mauvaise famille. Je raccrochais, imaginant le visage d'Étienne quand les flics de la brigade financière frapperaient à sa porte. Pas d'arrestation immédiate non, je voulais qu'il sût, qu'il implore. Camille frappa à la porte à 2 heures du matin. Papa. Je ne dors pas. Parlons. Sa voix chevrotait. J'ouvris, la trouvant en pyjama de soie, les cheveux en bataille aux vulnérables, presque humaine. Assieds-toi. Nous nous installâmes face à face, sous la lampe art déco qui jetait des ombres élongatées sur les murs tapissés de soie. Pourquoi, papa? Pourquoi me faire ça? Elle pleurait pour de bon maintenant, des sanglots qui secouaient ses épaules frêles. Je pouvais presque entendre l'écho de sa voix le soir de ma mort, c'était pour ton bien, papa. Tu étais ruiné. Parce que tu m'as tué, Camille. Pas avec un couteau pas encore mais avec ta cupidité. Les mots sortirent comme un vomissement, cru, sans filtre. Elle recula, horrifiée. Quoi? Tu es fou. Je t'aime. Amour? Ton amour valait 3 millions et un testament falsifié. Je lui montrai l'écran, un email d'elle à Étienne, daté du 10 juin 2020. Il signe demain, ou on le pousse au bord. La villa sera nôtre avant l'été. Elle pâlit, bouche bée. Comment? C'est privé. Privé? Comme ma mort l'était? Je me levai, dominant la scène comme un metteur en scène de Pagnol. Dans une semaine, Étienne perdra son cabinet. Les autorités y découvriront ses irrégularités. Et toi? Toi, tu perdras tout ce qui te liait à lui. Elle hurla, tu bluffes. Tu n'as pas les preuves. Mais ses yeux trahissaient la peur la vraie, viscérale. Je souris, un rictus sardonique. Teste-moi, ma fille. Mais souviens-toi, en France, la famille est sacrée. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle s'enfuit dans sa chambre d'ado reconvertie, claquant la porte. J'entendis ses sanglots à travers les murs insonorisés. Pour la première fois depuis ma résurrection, une pointe de regret me piqua. Était-ce ma Camille, ou le monstre qu'elle était devenue? Non. Les souvenirs étaient trop vifs, son rire moqueur au-dessus de mon corps inerte, Étienne essuyant le couteau. Non, la pitié était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Le lendemain, dimanche, Paris se réveillait sous un ciel plombé, préfigurant l'orage. Je sortis tôt, marchant jusqu'à la tour Eiffel. Ironie, ce phallus de fer symbolisant l'endurance française, alors que ma famille s'effondrait. Sur le champ de Mars, je m'assis sur un banc, observant les couples masqués. Une idée germa, la seconde phase. Pas seulement ruiné financièrement, brisé psychologiquement. Camille avait toujours idolâtré sa mère, Élise. Et si je révélais le secret que j'avais emporté dans la tombe? Élise n'était pas morte de cancer. C'était un avortement raté, un deuxième enfant que nous avions perdu, et qu'elle avait caché par honte. Camille n'était pas la seule, il y avait eu un frère, mort in utero, et Élise s'était suicidée lentement avec des pilules, pas le cancer. Dans ma vie précédente, Camille avait utilisé ça contre moi, tu as tué maman avec ton ambition. Mensonge. C'était elle, adolescente rebelle,
qui avait découvert les lettres et les avait tordues. Maintenant, je les avais, un dossier médical falsifiable. J'envoyais un colis anonyme à Étienne les lettres d'Élise, avec une note, elle savait pour tes dettes. Demande à Camille. Le piège se refermait. L'après-midi, Camille tenta de me confronter, papa, arrête ça. Étienne est paniqué. Il dit que quelqu'un l'espionne. Je haussai les épaules. Peut-être que le karma est français, après tout. Lundi, le couperet tomba. Bertrand appela, c'est fait. Les auditeurs fiscaux chez Moreau ce matin. Il nie tout, mais les preuves sont accablantes. Je visualisais Étienne, cravate défaite, suant devant des dossiers empilés. Camille, alertée par un appel frénétique, déboula dans mon bureau, c'est toi. Tu as ruiné notre vie. Oui. Un aveu simple, libérateur. Elle leva la main pour me gifler, je l'attrapai, la forçant à me regarder. Et ce n'est pas fini. Demain, tu apprendras pour ta mère. La vérité que tu as tordue. Ses yeux s'emplirent de haine pure. Tu es un monstre. Puis, elle murmura, comme moi. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les fantômes dansaient, Élise riant à nos dîners, Camille enfant sur mes genoux. Étais-je en train de devenir pire qu'eux? La vengeance française est un art élégante, impitoyable, mais toujours teinté de mélancolie. Pourtant, je persistais. Le twist approchait, et avec lui, la catharsis. Mardi matin, le 23 juin 2020, Paris exhalait l'odeur de pain frais et de diesel, un mélange banal qui masquait les fissures de ma saga familiale. Je m'habillais avec soin au costume sur mesure de chez Cardin, chemise blanche immaculée, cravate Hermès au motif de vigne car aujourd'hui, je jouais le rôle du patriarche impitoyable, un M de Villefort revisité par Dumas. Camille n'avait pas reparu depuis la veille, elle s'était enfermée dans sa chambre, ou peut-être avait-elle fui chez Étienne. Peu importait. Le feu que j'avais allumé consumerait tout. À 10 heures, un coursier livra le colis à l'appartement d'Étienne, rue de Lille. Les lettres d'Élise, jaunies par le temps, avec cette phrase soulignée en rouge, Camille n'est pas prête pour la vérité. Protège-la de lui et d'elle-même. Lui, c'était Étienne, que Élise soupçonnait déjà d'ambition trouble lors de leur première rencontre. J'avais ajouté une photo, Élise enceinte, radieuse, datant de 1997, juste avant la perte. Le choc serait électrique. Mon téléphone vibra à midi, Camille. Papa. Qu'as-tu fait? Sa voix était brisée, éraillée par les larmes ou le manque de sommeil. Étienne. Il a tout lu. Il dit que tu mens, que maman ne. Oh mon Dieu, l'avortement? C'est faux. Viens au café de Flore. Midi et demi. Seul. Je raccrochai, ignorant ses protestations. Le café de Flore, bastion des intellectuels parisiens, avec ses miroirs anciens et ses serveurs en tablier blanc, serait le théâtre parfait au public, mais intime, où les murmures portent loin. J'arrivai le premier, commandant un café noir et un croissant aux amandes. Les habitués masqués discutaient Sartre et confinement, ironie, car ma propre existentialité se résumait à être ou ne pas être vengé. Camille entra 10 minutes en retard, le visage ravagé, mascara coulant, cheveux en queue de cheval négligés, jeans slim et pull cachemire taché. Elle s'assit en face de moi, évitant mon regard. Explique-toi. Ces lettres. C'est du chantage. Pas du chantage. De la justice. Je poussai vers elle une enveloppe Kraft, identique à celle envoyée à Étienne. Lis. La main de ta mère. Elle l'ouvrit d'une main tremblante, parcourant les lignes manuscrites. Cher Lucien, le bébé. Il n'était pas viable. Camille doit ignorer ça, elle est si fragile, si possessive. Ne la laisse pas te détruire comme elle me détruit. Camille releva la tête, les yeux flamboyants. Mensonge. Maman m'adorait. Tu l'as poussée à la folie avec tes absences, tes affaires. Absence? J'étais à son chevet tous les jours pendant sa maladie et point. Je mimais les guillemets, accentuant le sarcasme à la française. Elle s'est tuée à petit feu, Camille, avec des benzodiazépines volées à l'hôpital. Pas de cancer ou une dépression, nourrie par ta jalousie grandissante. Tu voulais tout, mon attention, son amour, l'héritage. Un serveur passa, jetant un œil curieux, elle baissa la voix, sifflante, tu es malade. Étienne va te poursuivre.
La police, les journaux. Le tycoon du vin accuse sa fille d'infanticide imaginaire. Infanticide? Élégant mot pour une tragédie. Je sirotais mon café, savourant son amertume. Mais Étienne a ses propres démons. Les auditeurs ont trouvé les faux prêts ce matin. 10 millions détournés. Il passera la nuit au dépôt, si ce n'est pas déjà fait. Elle se figea, puis éclata en un rire hystérique, attirant les regards des tables voisines où une vieille éditrice haussa un sourcil, un couple de touristes allemands murmura. Tu crois que ça me brise? Nous nous en sortirons. Sans toi, sans la villa. Nous irons à Londres, ou Dubaï. Nous. Il t'a déjà quitté, Camille. Par texto, il y a 1 heure, c'est fini. Ton père sait tout. Bluff? Presque. J'avais intercepté son téléphone via un logiciel, un péché mortel en droit français, mais qui pèse peu face à un meurtre. Elle blêmit, fouillant son sac pour son iPhone. Le message était là, froid, je ne peux pas risquer ma carrière pour tes mensonges. Les larmes revinrent, mais cette fois, mêlées de rage. Tu as tout orchestré. Monstre. Je te hais. Elle renversa la tasse sur la table, le café éclaboussant ma cravate. Puis, elle se leva et partit en courant, bousculant un serveur. Je payai l'addition 20 € pour un café et un drame et sortis, l'air chargé d'ozone annonçant l'orage. L'après-midi, je rentrai à l'appartement. Vide. Camille avait fait ses valises, armoire béante, tiroir retourné. Une note sur le comptoir, tu as gagné. Mais le karma te rattrapera. Classique. Je brûlai la note dans l'évier, observant les flammes lécher le papier comme le poison avait léché ma gorge. Mais le vrai coup de théâtre vint le soir. Un appel d'un numéro inconnu, Étienne. Lucien. Je sais que c'est vous. Les flics, les lettres. Arrêtez. Rencontrons-nous. Au Pont des Arts, minuit. Intrigué, je sortis dans la nuit pluvieuse. Paris sous l'averse était une toile impressionniste, lumière floue des réverbères, scène gonflée de secrets. Au Pont des Arts, cadenas d'amoureux rouillés sous la pluie, Étienne m'attendait, parapluie en main, costume trempé. Vous avez gagné. Camille m'a tout dit. Vous. Vous êtes comme un dieu vengeur. Un fantôme, plutôt. Les mots échappèrent avant que je ne les retienne. Il fronça les sourcils. Quoi? Je m'approchai, la pluie ruisselant sur mon visage. J'ai vu ma mort, Étienne. Votre main sur le couteau, son rire. Mais maintenant, je suis là. Il recula, glissant sur les pavés mouillés. Impossible. Vous mentez. Testez-moi. Je sortis un enregistreur de ma poche, appuyant sur play, sa voix, capturée dans ma vie précédente par un micro caché. Il signe, ou on le fait passer pour un suicide. Il pâlit, s'effondrant contre la rambarde. Comment? Peu importe. Quitte la France. Demain. Ou les preuves vont au procureur. Il hocha la tête, brisé. Et Camille? Elle paiera à sa manière. Il partit en titubant, ombre dans la nuit. Je restai là, sentant la pluie laver le sang imaginaire de mes mains. Était-ce la vengeance? Ou une descente aux enfers? Mercredi, Camille revint non par amour, mais par désespoir. Elle frappa à la porte à l'aube, trempée, sac à dos sur l'épaule. Papa. Étienne est parti. Il m'a laissé. Elle s'effondra dans mes bras, et pour un instant, je faillis craquer la petite fille perdue. Mais non. Entre. Nous allons parler. Vraiment. Au salon, sous les portraits ancestraux, je lui racontai tout, ma vision, ma mort, ma résurrection. Elle écouta, incrédule d'abord, puis horrifiée. Tu es mort? Et tu es revenu pour me torturer? Pour te sauver. Ou te détruire. Ambiguïté française, toujours. Elle pleura, avoua, la jalousie, les dettes d'Étienne, le plan pour me libérer de la villa. Je ne voulais pas te tuer. Juste. Te forcer à lâcher prise. Mensonge. Mais une graine de doute germa. Et si? Le soir, un twist, un appel de Maître Lefebvre. Lucien, l'acheteur russe. C'est un prête-nom. Pour Camille.
Elle a tout manigancé avant votre décision au point. Mon sang se glaça. Elle m'avait devancé? Le monde bascula en un instant, comme un château de cartes emporté par une bourrasque provençale. Maître Lefebvre, avec sa voix chevrotante d'octogénaire choqué, répéta « Oui, Lucien. Les fonds de la vente 2 millions sont virés sur un compte au nom de Mademoiselle Duval. Elle a contacté l'acheteur il y a des jours, via un intermédiaire. C'est un piège. Pour vous ruiner davantage. » Camille, assise en face de moi sur le canapé de velours usé, feignit l'innocence, yeux écarquillés, mains jointes comme en prière. « Papa, qu'est-ce que c'est? » Un malentendu. Mais je voyais le tic nerveux à la commissure de ses lèvres, ce même tic qu'elle avait eu le soir du meurtre. La garce n'avait pas seulement comploté ma mort, elle avait anticipé ma revanche. Dans cette virée écrite, elle avait flairé le vent tourné et posé ses pions à un compte caché, des documents antidatés. Brillant, diabolique. Une vraie fille de France, où l'intrigue est un art national depuis Richelieu. Je raccrochai sans un mot, me tournant vers elle avec une lenteur délibérée, comme un bourreau ajustant sa hache. « Tu as gagné cette manche, ma fille. La villa vendue, l'argent à toi. Mais à quel prix ?» Elle se redressa, un éclat de triomphe dans les yeux. « Prix. La liberté, papa. Sans tes chaînes, sans tes secrets. Étienne parti? Tant pis. J'ai toujours su me débrouiller. » « Te débrouiller? En volant ton père mort ?» Les mots étaient un poison lent, dégoulinant de sarcasme. Elle rit un rire cristallin, cruel, comme celui d'une marquise de Sade. « Mort? Tu n'es qu'un fantôme égoïste. Maman le savait, c'est pour ça qu'elle s'est tuée. Pas à cause de moi, mais de toi ou ton empire qui étouffait tout amour. » Le mensonge me frappa comme un coup de trique. Élise. Non, elle m'avait aimé jusqu'au bout. Les lettres le prouvaient. Mais Camille tissait sa toile, me forçant à douter de ma propre résurrection. Étais-je vraiment revenu, ou étais-je piégé dans un purgatoire de souvenirs falsifiés? La pluie martelait les fenêtres, un rideau gris sur la ville des Lumières. Je me levai, arpentant la pièce comme un lion en cage ou plutôt, comme un Duval en crise. Très bien. Prends l'argent. Achète-toi une vie. Mais sache ceci, je sais pour le compte en Suisse. Le fonds d'urgence que tu as ouvert avec les chèques de l'entreprise. Son sourire vacilla. Comment? Je suis mort, Camille. J'ai vu les ombres. Tes ombres. Bluff partiel, j'avais deviné, basé sur des fragments de ma vie antérieure. Elle bondit, tu n'as rien. Prouve-le. Demain. Au petit déjeuner. Je la renvoyai dans sa chambre d'un geste impérial. Seul, je composai le numéro de Bertrand. Accéléré. Le compte suisse de Camille Duval. Gélez-le. Il hésita, Lucien, c'est de la haute trahison. Même pour vous. Faites-le. Ou je révèle vos petits arrangements avec les vins italiens. Silence, puis, entendu. La corruption au service français si raffiné. Cette nuit, l'insomnie me dévora. Je descendis à la cave à vin, ce sanctuaire de bouteilles alignées comme des soldats, Romanée Conti, Pétrus, des millésimes qui valaient des fortunes. J'ouvris un Bordeaux 1982, le nectar de mon mariage avec Élise, et bus directement au goulot. Les souvenirs affluaient, Camille bébé, gazouillant dans ses langes, Camille ado, réclamant une Vespa pour ses 16 ans, Camille femme, complotant ma faim. Était-elle irrécupérable, ou y avait-il une étincelle à sauver? La vengeance me rongeait, me transformant en monstre, un Victor Hugo vengeur, mais sans rédemption. Mercredi, l'orage avait cessé, laissant Paris luisant comme un serpent écaillé. Camille descendit pour le petit déjeuner, apprêtée, maquillage impeccable, robe pantalon Chanel, comme si rien n'avait craqué. Alors, papa? Tes preuves. Je posai le journal sur la table, Le Monde, une brève en page 12. Fraude fiscale, l'avocat Étienne Moreau inculpé. Lien avec le milieu vinicole. Elle le lut, pâlit. C'est exagéré. Et ça? J'ouvris mon laptop, montrant un email de la banque suisse, compte gelé sur ordre judiciaire. Motif, blanchiment. Elle hurla, balayant la vaisselle d'un revers de main. Assiette en porcelaine de Limoges volèrent, éclatant en mosaïque sur le parquet. Salaud! Tu détruis tout. Ma vie,
mon avenir. Ton avenir? Celui où tu me tues pour une villa? Je me levai, la dominant de toute ma hauteur. À vous, Camille. À vous, et peut-être que je m'arrête. Elle s'effondra sur une chaise, secouée de spasmes. D'accord. D'accord. Oui, les prêts, les faux. Mais le couteau. C'était un accident. Tu as vu les documents, tu as pété les plombs, on s'est battu, et... La lame a glissé. Mensonge. J'avais senti la détermination dans le coup. Accident? Je ris, amer. Comme l'avortement de ta mère? Elle releva la tête, yeux injectés de sang. Maman? C'était toi. Tu l'as forcée à avorter parce qu'elle voulait divorcer. Les lettres? Tu les as falsifiées. Le doute s'insinua, venimeux. Et si? Non. Je secouai la tête. Assez. Pars. Avant que je n'appelle les gendarmes. Elle partit, sac en main, me jetant un regard qui promettait la guerre. Tu regretteras, papa. La famille Duval n'oublie pas. Seul, je m'effondrais. La vengeance était un vin tourné au âpre, indigestible. Je passai l'après-midi à fouiller les archives d'Élise, boîte en carton dans le grenier, poussiéreuse comme des reliques. Une lettre tomba, Lucien, pardonne-moi. L'enfant. C'était une erreur. Camille sait, et elle me hait pour ça. Protège-toi d'elle. Vrai. Mais une photo glissa, Élise, enceinte, avec un homme non identifié. Pas moi. Le choc. Le twist se révélait, Élise avait trompé. L'enfant n'était pas le mien. Camille. Pas ma fille biologique? La rage se mua en nausée. J'avais vengé un fantôme, pour une trahison en cascade. Je composais son numéro. Camille. Reviens. Il faut parler. Vraiment. Le crépuscule enveloppait Paris d'un voile pourpre, comme un rideau tombant sur une tragédie racinienne, quand Camille revint. Elle entra sans frapper, trempée par une averse soudaine, son imperméable dégoulinant sur le seuil. Ses yeux, rougis mais résolus, balayèrent la pièce avant de se poser sur moi. J'étais assis dans le fauteuil Voltaire, un verre de Calvados à la main, alcool normand pour noyer les normaux secrets. La photo d'Élise gisait sur la table basse, accusatrice. Quoi encore, papa? Une autre révélation pour me briser. Sa voix était un mélange de défi et d'épuisement, l'accent parisien teinté d'un sanglot refoulé. Elle s'assit en face, croisant les jambes avec une grâce forcée, comme une duchesse face à l'échafaud. Je poussai la photo vers elle. Regarde. Bien. Elle obéit, fronçant les sourcils. Élise, radieuse sous le soleil de Nice, main sur le ventre arrondi, un homme flot à ses côtés aux cheveux châtains, veste en lin, un profil qui n'était pas le mien. Qui est-ce? Camille haussa les épaules. Un ami. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi. Et l'enfant n'était pas le mien. Les mots sortirent lourds, comme des pierres jetées dans la Seine. Elle pâlit, touchant la photo du bout des doigts. Maman. Elle t'a trompé? Oui. En 1997, pendant mon voyage d'affaires à Bordeaux. Elle l'a avorté seule, par peur du scandale. Et toi? Tu n'es pas ma fille de sang, Camille. Juste celle que j'ai élevée, aimée, et que tu as trahie. Le silence s'étira, ponctué par le tic-tac de l'horloge. Puis, elle rit un rire brisé, libérateur. Donc, tout ça. La vengeance, pour un père qui n'en est pas un. Pathétique. Pathétique? J'ai tout donné pour toi. Ma voix tonna, écho des salons du 7e arrondissement. L'école privée, les voyages, la villa. Et toi, tu me tues pour des euros? Elle se pencha en avant, intense. Tu ne comprends pas, maman m'a tout dit, sur son lit de mort. L'avortement, l'amant à un vigneron italien, mort dans un accident. Elle haïssait ta jalousie, ton contrôle. Camille, dit-elle, libère-toi de lui. Le plan avec Étienne. C'était pour ça. Hériter, fuir ton ombre. Le sol se dérobait. Étais-je le vilain? La victime d'une chaîne de mensonges élisabétains? Pourquoi le couteau, alors? Accident, je te l'ai dit.
On s'est disputé où tu avais découvert le compte suisse, tu menaçais de tout révéler. La lame. Elle était là, sur le comptoir. Tu as glissé, ou moi? Je ne sais plus. Ses yeux se voilèrent, sincérité pour la première fois. Je me levai, arpentant la pièce. La vengeance s'effritait, laissant un vide béant. Et maintenant? L'argent gelé, Étienne en fuite, la villa vendue à un fantôme. Un fantôme. Comme toi. Elle sourit faiblement. Peut-être qu'on l'est tous. Ressuscités pour se haïr. Un appel interrompit, Maître Lefebvre. Lucien. Bonne nouvelle. L'acheteur. C'est un trust à votre nom. J'ai vérifié les clauses cachées. La vente était un leurre, l'argent revient à vous, via un circuit. Et pour le compte suisse? Débloqué, mais nettoyé des fraudes. Je raccrochai, stupéfait. Camille avait-elle? Tu savais? Pour le trust? Elle hocha la tête. Oui. Un dernier tour. Pour te tester. Voir si tu pouvais pardonner. Larmes coulaient. Papa. Lucien. Je ne suis pas ta fille de sang, mais je t'aime. Maladroitement. Laisse-moi réparer. Le twist final, pas de meurtre prémédité, mais une spirale de mensonges familiaux. Ma mort? Un coma induit par le pastis frelaté, d'où j'avais émergé amnésique, convaincu d'être assassiné. Les souvenirs étaient déformés, vengeance auto-imposée. Je m'agenouillai, la serrant dans mes bras. Ma fille. Malgré tout. Paris ronronnait dehors, indifférente. La revanche s'achevait non en BKCH, mais en rédemption aigre-douce à la française, avec un goût de vin tourné, mais prometteur d'un nouveau millésime. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, Élise, les secrets, l'avenir. La villa? Rachetée anonymement, pour nous deux. Étienne? Oublié, un épisode sordide. Et moi, le revenant? Juste un père, imparfait, prêt à renaître vraiment.